L'histoire commence dans un palais rose et ostentatoire nommé Blue Roof, niché au cœur de Harare, la capitale du Zimbabwe. Nous sommes en novembre 2017. Robert Mugabe, alors âgé de 93 ans, occupe les lieux depuis des décennies en tant que président de la nation. Son corps décline de manière inexorable sous l'effet d'un cancer de la prostate avancé qui nécessite des séjours répétés à Singapour pour des traitements coûteux financés par l'État zimbabwéen. Grace Mugabe, son épouse depuis 1996, anime la scène avec un train de vie extravagant, sac à main de marque Gucci, voyage à Dubaï pour des chirurgies esthétiques et un surnom populaire qui la désigne comme Gucci Grace. Elle transforme la résidence en un sanctuaire de luxe alors que le pays ploie sous la pauvreté extrême avec plus de 70% de la population vivant avec moins de $2 par jour. Ils attendent le jour où cet homme diabolique nommé Robert Mugabe perdra le contrôle. Je ne sais pas quand viendra ce jour-là. Donc vous n'avez pas l'intention de démissionner, ni l'intention de mourir. Les tensions internes au ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance de 1980, atteignent leur paroxysme au cours de l'année 2017. Grace Mugabe multiplie les interventions publiques pour renforcer sa position au sein du parti et se présenter comme successeur potentiel de son mari, le président Robert Mugabe, alors âgé de 93 ans. Elle prend ouvertement pour cible Emmerson Mnangagwa, vice-président de longue date, qu'elle accuse d'être à l'origine des divisions au sein du parti et d'œuvrer contre ses ambitions politiques. Mnangagwa surnommé le crocodile, vétéran de la lutte anticoloniale et figure respectée des anciens combattants, est considéré depuis longtemps comme un prétendant naturel à la succession. Sa stature historique et son réseau au sein de l'armée et des structures du parti font de lui une menace directe pour les aspirations de Grace Mugabe. Le 4 novembre 2017, Robert Mugabe annonce qu'il souhaite que son épouse devienne vice-présidente. Le lendemain, celle-ci lui demande publiquement de lui céder directement la présidence de la République. Le 6 novembre 2017, Robert Mugabe signe un décret présidentiel qui met fin au mandat d'Emmerson Mnangagwa en tant que vice-président. Une décision qualifiée officiellement de mesure contre la déloyauté, mais interprétée par de nombreux observateurs comme une tentative de neutraliser le principal rival de Grace Mugabe. L'éviction de Mnangagwa provoque une onde de choc au sein des forces armées et du parti. Des voix influentes, notamment parmi les anciens combattants et les hauts gradés, expriment leur mécontentement face à ce qu'ils perçoivent comme une purge politique dangereuse qui menace l'unité du ZANU-PF et les équilibres historiques du pouvoir. Le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, le 6 novembre, a ainsi pour objectif de conforter la première dame, un passage en force que ne peut valider l'armée. Dans la nuit du 16 au 15 novembre 2017, alors que Harare dort encore, des colonnes de véhicules et de blindés de l'armée zimbabwéenne se déploient dans la capitale. Des troupes occupent des points stratégiques. Le siège de la télévision nationale, les accès au Parlement, les principales artères
menant au centre politique et les bureaux clés du parti au pouvoir. L'opération, menée sous les ordres des hauts gradés dont le général Constantino Chiwenga, intervient au cœur de la crise ouverte par la destitution d'Emerson Mnangagwa et les purges internes au ZANU-PF. Tôt le matin, une prise d'antenne télévisée change le cours de l'histoire. Le général Subisisi Moyo annonce à la télévision nationale prendre le contrôle des rues. Il affirme que l'armée ne cherche pas à renverser le président, mais vise à arrêter les criminels entourant Mugabe, responsable selon l'état-major des échecs politiques et économiques du pays. Cette déclaration insiste, il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais d'une opération visant à restaurer la légalité. Notre camarade Mugabe et sa famille sont sains et saufs. Leur sécurité est garantie. Nous ne faisons que cibler des criminels de son entourage, ceux qui ont commis des crimes sources de souffrance sociale et économique dans notre pays, et nous les poursuivrons en justice. Dans les jours qui suivent, des arrestations et détentions, des figures proches de la première dame, membre de la faction dite G40, sont signalées par les médias. Ces purges visent, selon les militaires, à éliminer l'influence politique de ceux qui ont orchestré la purge contre Mnangagwa. Sur le plan officiel, la télévision d'État rediffuse le message rassurant. L'ordre constitutionnel sera respecté et la situation reviendra à la normalité une fois l'opération achevée. Cette affirmation contraste avec ce que beaucoup d'analystes et observateurs internationaux reconnaissent, eux comme étant une intervention militaire qui a effectivement mis fin à près de 40 ans de règne de Robert Mugabe. Ainsi, au lever du jour, Harare se réveille avec une armée visible dans les rues, des institutions clés sous contrôle et une nation suspendue entre le maintien de l'ancien régime et l'aube d'un changement politique majeur. A few weeks from now, I will preside over its processes. Dans quelques semaines, je présiderai son déroulement. Celui-ci ne doit être dérangé par aucun acte visant à amoindrir ou à compromettre les résultats aux yeux du public. Depuis le 15 novembre 2017, l'atmosphère politique au Zimbabwe se transforme alors que l'armée a pris le contrôle des institutions clés et placé Robert Mugabe en résidence surveillée. La population commence à descendre dans les rues pour réclamer la fin de son règne. À partir du 18 novembre, des dizaines de milliers de Zimbabwéens affluent dans les rues de Harare, mais aussi de Bulawayo et d'autres grandes villes pour demander ouvertement la démission du président. Ces manifestations, sans précédent dans l'histoire du pays depuis l'indépendance en 1980, sont largement pacifiques et massives. La foule scande des slogans comme Mugabe Moscow, Mugabe Moscow et brandit des pancartes appelant à un changement politique. Certains manifestants applaudiront les militaires présents, saluant ce moment comme une libération après des décennies de répression et de crise économique. Des scènes de liesse éclatent dans la capitale. Des jeunes, des familles, des étudiants et des travailleurs marchent côte à côte, certains applaudissant les soldats, d'autres criant leur joie
en chantant ou en levant les bras. L'ambiance est pour beaucoup plus festive que tendue. La rupture nette avec la répression violente du passé. Les manifestants, tout en restant pacifiques, expriment par leur chant, leur danse et leur acclamation une joie collective. Ils célèbrent ce qu'ils perçoivent comme la fin imminente d'un règne long de 37 ans et l'espoir d'un nouveau chapitre pour le Zimbabwe. Le 19 novembre 2017, Robert Mugabe accorde une allocution nationale retransmise en direct depuis son bureau présidentiel. Il apparaît assis seul, dans un fauteuil imposant, sous un éclairage dur, et lit un discours préparé qui dure près de 20 minutes. Les mots sortent lentement, d'une voix affaiblie. Il refuse catégoriquement de démissionner et réaffirme son attachement à la Constitution, tout en laissant entendre qu'il entend encore jouer un rôle clé dans les affaires du parti et de l'État. As I conclude this address, I am aware. Alors que je termine mon allocution, je suis conscient que de nombreux événements se sont produits au sein du parti ou ont été défendus et accomplis par des individus au nom du parti. In the name of the party, failings of the past. Compte tenu des défaillances passées et de la colère qu'elles ont pu déclencher dans certains milieux, tels développements sont tout à fait compréhensibles. Cependant, nous ne pouvons être guidés par l'amertume ou la vengeance qui ne ferait pas de nous ni de meilleurs membres du parti, ni de meilleurs Zimbabwéens. Any better party members or any better Zimbabweans. Des pauses fréquentes ponctuent la lecture. Par moments, le rythme se brise. Certaines phrases sont des reprises ou reformulées, et plusieurs commentateurs de la presse internationale décriront après comme une prestation hésitante et décousue, largement perçue comme le signe d'un pouvoir à bout de souffle. Ce moment, visionné par des millions de Zimbabwéens et suivi avec une tension extrême, devient pour une grande partie de la population, une grande partie de l'opinion, le symbole d'une déchéance à la fois physique et politique. L'image d'un dirigeant isolé au sommet d'un régime qui s'effondre autour de lui. Le 21 novembre 2017, le Parlement zimbabwéen, dominé par le parti au pouvoir, le ZANU-PF, initie une procédure de destitution contre Robert Mugabe. Députés et sénateurs sont réunis en session extraordinaire pour examiner la motion. Dans une atmosphère électrique où les prises de parole dénoncent ouvertement des décennies de dérives politiques et de mauvaise gouvernance. Mais la procédure n'ira pas à son terme. Peu après l'ouverture des débats, un émissaire du palais transmet au président de l'Assemblée nationale une lettre signée de la main de Robert Mugabe. La démission est lue à haute voix dans l'hémicycle, provoquant une explosion de joie parmi les parlementaires et presque immédiatement dans les rues de Harare. La chute est brutale. En quelques jours, l'homme qui dirigeait le Zimbabwe depuis l'indépendance en 1980 est contraint d'abandonner le pouvoir sous la pression combinée de l'armée, de son propre parti et de la rue. Le 24 novembre 2017, Emmerson Mnangagwa prête serment comme nouveau président lors d'une cérémonie solennelle à Harare, devant une foule immense venue assister
à la transition et célébrer la fin d'une époque. Quant à Robert Mugabe, il se retire de la vie politique active mais conserve pendant un temps certains privilèges liés à son statut d'ancien chef d'État. Il quitte le Zimbabwe pour s'installer en Afrique du Sud. Affaibli par l'âge et la maladie, il continue de se rendre régulièrement à Singapour pour des soins médicaux, des déplacements qui avaient déjà marqué les dernières années de son pouvoir et dont le coût, selon plusieurs estimations médiatiques et parlementaires de l'époque, se chiffrait en millions de dollars par an, alimentant un débat récurrent dans un pays confronté à une crise économique profonde. C'est sur Twitter que le président du Zimbabwe l'a annoncé ce matin, la mort de son prédécesseur, Robert Mugabe, est décédé à l'âge de 95 ans et après 37 années passées au pouvoir entre 1980 et 2017, près de 4 décennies, au cours desquelles son image est passée de celle d'un héros de la décolonisation à celle d'un des dirigeants les plus autoritaires du continent. Robert Mugabe décède le 6 septembre 2019 à Singapour à l'âge de 95 ans après plusieurs hospitalisations et traitements médicaux à l'étranger pour une longue maladie. Sa mort met fin à une ère politique de près de 4 décennies marquée par la libération puis le déclin progressif du Zimbabwe. Ses obsèques nationales ont lieu quelques jours plus tard au Zimbabwe, après des semaines de discussions entre sa famille et le gouvernement concernant son lieu de repos. Robert Mugabe est finalement enterré dans son village natal de Kutama, dans le district de Vimba, loin du mausolée national initialement envisagé par l'État. L'héritage de Robert Mugabe demeure profondément controversé. Sur le plan économique, le Zimbabwe a connu l'une des crises d'hyperinflation les plus sévères jamais enregistrées. Selon des estimations académiques reconnues, l'inflation annuelle a culminé à 89,7 milliards % en 2008, un chiffre vertigineux qui illustre l'effondrement total de l'économie zimbabwéenne. Les réformes agraires initiées à partir de 2000, qui visaient à redistribuer les terres des fermes commerciales, entraînent la saisie des milliers de ces exploitations et un profond bouleversement de l'agriculture. Ces mesures sont souvent pointées comme l'un des facteurs majeurs du déclin économique prolongé du pays. Sur le plan des droits humains, les massacres de Gukurahundi dans les années 1980, une répression violente menée contre des civils dans le Matabeleland et les Midlands ont fait un nombre de victimes estimé à environ 20 000 selon des organisations comme Human Rights Watch. Cet épisode reste l'un des aspects les plus sombres de son règne. Dans l'est du pays, les champs diamantifères du Marange, exploités dès 2006, génèrent d'importants revenus. Des allégations de pillage et de détournements liés à ces ressources, notamment des milliards de dollars de revenus miniers non retracés, sont documentés par des enquêtes comme celle du Global Witness, même si les chiffres précis restent difficiles à établir de manière indépendante. Sous la présidence de Emerson Mnangagwa, élu pour la première fois en 2018 avec environ 50,8% des voix selon les résultats officiels et réélu en 2023 avec 52,6% des suffrages, la scène politique zimbabwéenne reste dominée par le parti ZANU-PF. Ces scrutins sont marqués par des critiques répétées de l'opposition et de certains observateurs quant à la transparence
du processus électoral, mais il confirme la continuité du pouvoir. L'héritage de Mugabe est donc double. Pour certains, il restera le père de l'indépendance, un stratège de la libération nationale. Pour beaucoup d'autres, il incarne un dirigeant dont la longévité au pouvoir s'est soldée par des crises économiques, sociales et politiques profondes. La chute de Robert Mugabe en 2017 demeure l'un des transitions les plus marquantes de l'histoire politique africaine récente. Un pouvoir vieux de près de 40 ans, renversé sans effusion de sang généralisé grâce à la combinaison de la pression populaire et de l'intervention de l'armée. Le destin de Robert Mugabe, contraint à la démission à 93 ans, devient un avertissement sinistre. L'histoire ne pardonne pas l'éternité au pouvoir. Merci à tous.